Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre début de semaine n'était pas trop difficile. J'ai vu que j'avais quelques nouveaux arrivants en plus, donc j'aimerais vous remercier de votre présence, pardon, vous dire que vous m'honorez par votre souscription et que j'espère que vous trouverez que mes vidéos sur le long terme pourront toujours satisfaire votre curiosité. J'aimerais aussi saluer Félix de Reddit. Bienvenue à toi. Déjà, merci pour comment dire, les échanges que nous avons eus sur Reddit. C'était vraiment très amical et très courtois. J'ai vraiment apprécié. Merci d'être venu sur ma chaîne et d'avoir souscrit. C'est vraiment un honneur que tu me fais. Et du coup, voilà, merci à toi, bienvenue. Et du coup, on va commencer. Alors, merci Endermarch aussi pour comment dire, les encouragements non-stop. Je veux que tu saches que à chaque fois que je lis tes commentaires, ça met un peu comment dire, un peu d'étoile dans ce que je fais. Voilà. Merci à vous tous, en tout cas. Merci d'être là et puis continuez de. Si vous êtes nouveau, vous êtes un nouvel arrivant, continuez de souscrire, partagez-moi. Si vous trouvez que ce que je dis, ça a du sens et que c'est drôle, parce que j'essaye de faire le mélange entre les deux. C'est pas trop souvent, c'est pas très souvent facile puisqu'il faut faire dans le politiquement correct aussi. Ce pourquoi j'ai énormément de mal, ça va pas avec moi, je suis un peu allergique à ça, m'en voulez pas. Mais du coup, voilà. Alors aujourd'hui, je voulais revenir un peu, débattre un peu sur la nécessité du féminisme en 2026, après ce qu'on a vu le 8 mars dernier. Alors j'avais mis en avant quelques trucs, mais je pense que j'avais pas, non, il y a 3 jours dans la vidéo que j'ai faite là, mais je pense que j'ai pas mis quelque chose d'important en avant, c'est les arguments pour soutenir ce que je vous disais. Bon, je vous avais mis que, voilà, il y a des femmes, elles empêchent d'autres femmes de manifester, mais nous, au niveau des hommes, en fait, au niveau de ce qu'on attend de nous, ce qu'on pense de nous, je pense que le féminisme a atteint ses limites. Et en fait, j'aimerais revenir sur 2 vidéos que j'avais mis en avant dans des vidéos précédentes du mois dernier. Donc je vais vous le remettre en, comment dire, je vous les remets, donc vous l'avez la première là. C'était Nadège Amomangoli, vous savez, qui avait proposé d'annuler la notion de fidélité du mariage, qui voulait la supprimer. Donc j'ai 2 vidéos à vous montrer, qui, bien qu'elles soient complètement différentes, ont un point commun énorme. D'accord? Ça va être mon argumentaire pour en fait vous dire que moi je pense que le féminisme a atteint ses limites et que maintenant il n'y a plus besoin. D'accord? La raison pour laquelle je pense ça, c'est qu'on arrive à une époque où les femmes elles ont tellement été dorlotées qu'elles sont capables de vous montrer des vidéos pareilles, de vous faire des vidéos pareilles. Vous voyez? Et par la suite, nous allons revoir un peu comment dire, le cas de Stacy Sharples. Vous savez, c'est dans la dernière vidéo que j'ai faite, elle avait accusé 10 hommes de voile. Donc elle est passée au tribunal, elle a été punie. On va revenir là-dessus parce que moi je trouve qu'ils ont été vraiment laxistes sur le tout parce que les 10 hommes ont tout perdu. Les 10 hommes qu'elle a accusés de manière calomnieuse ont absolument tout perdu. Il y en a même un qui a été déshérité. Lui, il y en a un, il s'est retrouvé, même 2 qui se sont retrouvés SDF complètement. Il y en a un qui a sombré dans l'alcool et qui est tombé dans la criminalité à cause de ça. Et c'est pour vous dire, vous voyez, quand je dis aux hommes sur cette chaîne, il faut être prudent, c'est de ce genre de choses-là que je parle. Vous voyez? Donc on va revenir sur tout ça. Et je vais vous montrer en fait un article qui essaye de nous expliquer. Alors on va le survoler, histoire que ça n'agrandisse pas, que ça n'allonge pas trop la vidéo, parce que si je vous lis tous les articles, la vidéo va faire 1 heure et demie. Et je respecte votre temps. Du moins j'essaye de le respecter. Mais on va revenir sur un article qui va essayer de nous, comment dire, d'une manière sentimentale, va essayer de nous expliquer pourquoi Believe Woman est important dans la justice aujourd'hui. Moi je suis contre ça. Et puis après, je vous montrerai d'autres articles d'hommes qui ont été accusés à tort. Et vous verrez les raisons. Vous verrez les raisons de pourquoi ils ont été accusés de voile. Et vous allez dire, mais c'est pas possible. Et du coup, ça va remettre un peu en question l'idéologie derrière Believe Woman de cet article qui date de 2020. Donc voilà, on est parti. À commencer par Nadège Abomangoli. Supprimer le mot fidélité à l'article 212 du Code civil. Nous pensons que cette obligation de fidélité est essentiellement interprétée comme relevant de la fidélité charnelle et donc comme une composante de la communauté de vie et donc une forme de continuité du devoir conjugal. Nous pensons que la notion de fidélité laisse supposer un droit de contrôle sur le corps. Et vous voyez, moi, le problème que j'ai avec elle, c'est que elle interprète les choses, elle nous dit, nous pensons que cela laisse supposer. Donc c'est pas factuel, c'est la manière dans la manière dont ils prennent les choses. Et vous pouvez pas dire, nous prenons
le problème de cette façon, nous comprenons le problème de cette façon, alors notre solution résout le problème. Déjà, de base, tu sais même pas si c'est un problème. Tu viens nous dire que la fidélité est une forme d'oppression parce que tu le penses. Tu n'es pas capable de le prouver. Et vous voyez, j'ai envie de vous dire qu'on arrive à une époque où des femmes arrivent à mettre la fidélité et l'oppression au même niveau dans un discours aussi important. Ça nous montre bien que le féminisme a atteint un paroxysme, il faut l'arrêter en fait. Vous comprenez? Mais c'est pas fini, parce que le plus important reste à venir. De l'autre, et la supprimer revient donc à lutter contre le continuum de violence dans le couple. Par ailleurs, cet amendement permet une adaptation en réalité au droit existant, puisque en effet l'adultère n'est plus une faute pénale depuis la loi du 11 juillet 75. Cette proposition Alors, ça c'est pareil. Le code civil et le code pénal, ce sont deux codes différents. Et le fait qu'elle ne puisse pas faire la différence et qu'elle essaye de les entremêler, c'est à la limite de se demander si elle le fait exprès pour manipuler les gens, ou alors si elle est vraiment très bête au point de ne pas comprendre la différence fondamentale entre les deux. Et vous savez, pour pouvoir bien la comprendre, cette différence, il faut être capable d'appliquer la loi. Il faut être capable de l'appliquer dans la vie de tous les jours. Vous voyez, un flic, il comprendra probablement beaucoup mieux le code pénal sur une longue durée que cette femme, parce que lui devra l'appliquer tous les jours. Il devra justifier de ses actions grâce au code pénal. Donc s'il peut justifier avec ce code, c'est qu'il peut le comprendre, il sait les limites, il connaît les limites, voyez. Alors le comparer au code civil, qui régit surtout les lois de la famille et les trucs comme ça, ben, je trouve que c'est pas très correct. Alors on va lui laisser le bénéfice du doute sur ça, mais moi je vois pas pourquoi elle essaye de mettre les deux au même niveau. Oui, c'est plus un délit, mais ça veut pas dire que c'est pas immoral. Mais vous voyez, on va essayer de justifier, et c'est une des, comment dire, c'est un des points communs qu'il y a avec l'autre vidéo, c'est qu'on essaye de faire du déni, ce qu'on appelle du déni plausible en psychologie, c'est essayer de vous faire passer quelque chose au nom d'un combat. Donc là, elle va essayer de vous dire oui, il faut supprimer euh, la notion de fidélité parce que ça en revient à de l'oppression et du contrôle. C'est du déni plausible, pur et dur. Et l'autre vidéo va faire pareil. Mais alors la partie importante de sa vidéo à elle, elle est là. n'altère en rien la présomption de paternité. Et nous contestons d'abord d'une part que la fidélité largement considérée comme relevant de la fidélité charnelle ne doit pas compter parmi les devoirs des époux. Donc elle est en train de vous dire la fidélité relevant de l'affinité charnelle ne doit pas tenir compte au niveau du devoir des époux. Par contre, la présomption de paternité, si. Et la raison pour laquelle elle le mentionne, c'est parce qu'en fait, à la base, la présomption de paternité est faite pour protéger les enfants. C'est pour s'assurer que l'enfant sera reconnu par un homme et que du coup, il risque pas de se retrouver dans la mouise si jamais il y avait un problème. Vous voyez? Au niveau du mariage, alors quand vous êtes en couple, il faut reconnaître votre enfant. Si vous êtes marié avec la personne, la présomption de paternité vous attribue la paternité directement si c'est vous le mari. Et vous voyez, là vous vous dites oui, ok, d'accord, donc quoi? Eh bien imaginons que cette loi, elle devait passer. Parce qu'il y a l'un d'entre vous qui m'avait écrit dans les commentaires, dans la vidéo que j'avais faite dessus, la grande vidéo là, vous m'aviez dit oui, mais de quoi t'as peur? La loi n'est pas passée. Ouais, c'est vrai, elle n'est pas passée. Mais nous vivons une époque où il y a des gens qui se sentent assez confortables pour venir vous dire qu'elles veulent le beurre et l'argent du beurre. Une femme qui vient vous dire oui, les femmes devraient avoir le droit d'aller voir ailleurs tout en étant mariées, parce que la fidélité, c'est du contrôle. Donc si la fidélité, c'est du contrôle, on peut très très bien imaginer comment ça fonctionne dans son cerveau si vous lui disiez, bon d'accord, si elle a envie d'aller voir ailleurs, est-ce qu'elle aura le devoir de se protéger et de prendre la contraception? On dira, bah non, mon corps, mon choix, je fais ce que je veux. Maintenant, imaginons que ça se passe comme ça. Votre femme, elle va avec son amant, elle tombe enceinte, mais elle est mariée à vous. Elle reste avec vous le temps de la grossesse. Elle reste avec vous le temps que l'enfant sorte et soit reconnu. 6 mois plus tard, un an plus tard, elle décide de vous quitter pour se mettre en couple, fermé en fait en couple, monogame, avec le père de cet enfant, qui était l'amant à l'époque. Et ben, au moment de la naissance, vu qu'il y aurait eu la présomption de paternité, vous, le mari, l'ancien mari, serez tenu responsable financièrement et légalement pour cet enfant, alors qu'elle partira avec le père biologique et que du coup, ils formeront une famille. Donc vous devrez payer une pension alimentaire pour un enfant qui n'est pas de vous, à un couple qui vit sa vie tranquille, en famille. Est-ce que ça vous paraît logique, ça? Est-ce que ça vous donne l'impression qu'elle demande un droit ou un privilège? Moi, si vous me demandez, personnellement, je pense que devoir payer, pouvoir aller se faire sauter ailleurs alors que tu es marié,
et prendre, enfin, donner la responsabilité d'un homme, la responsabilité d'une grossesse à un homme qui n'est pas le père, et pouvoir aller partir vivre avec le père, une possibilité. On dit, je ne suis pas en train de dire que ça se passera toujours comme ça, c'est une possibilité. Est-ce que vous pensez que c'est un privilège ou un droit? C'est ça la question. Là, elle demande des privilèges, elle ne demande pas des droits. Mais elle essaie de vous faire passer ça comme étant de l'oppression. Ah, la fidélité, c'est de l'oppression. La manipulation. Vous comprenez? Mais il y a encore autre chose. Du coup, on a fini avec elle. Il y a l'autre vidéo dont je voulais vous parler. Donc, c'est French Ferry, elle s'appelle. Elle est sur TikTok. Et vous allez voir qu'on va revenir sur une vidéo à elle plus tard, puisque j'ai retrouvé un truc qui était vraiment marrant, qui va venir un peu contredire l'état mental de cette femme et va un peu vous indiquer son mode de pensée. Parce que cette femme, elle a 31 ans, et vous allez voir que c'est quand même un gros bébé. Elle se prétend forte et indépendante, enfin du moins, elle met l'émancipation en avant. Mais vous allez voir que c'est toujours pareil, et que ce qu'elle prêche, c'est pas nouveau, en fait. Ce qu'elle prêche, ça date d'il y a plusieurs années déjà. Vous comprenez? Vous allez voir. Les gars, vous êtes pas dans une bonne situation là, parce que je peux vous dire que toutes mes copines vraiment bien, pas un bébé. Mince. Les gars, vous êtes pas dans une bonne situation là, parce que je peux vous dire que toutes mes copines, y compris celles qui étaient en couple, etc., qui ont eu des enfants, cherchent un nouveau modèle de coparentalité. Elles ne veulent plus vivre avec leur mec, avec leur mari. Elles divorcent toutes, elles se séparent toutes. Elles vivent leur best life, la soft life, la Voilà, donc là, elle vous expose l'objectif principal. C'est vivre la soft life. La soft life, c'est être divorcé plus vivre seul, seul plus la garde alternée. Mais vous savez, vivre seule, si elle voulait plus enfant, elle pourrait. Elle n'a pas besoin d'un homme pour ça. Donc du coup, elle vous présente la soft life comme étant quelque chose de bien, et elle va essayer de justifier la soft life avec le même mode de fonctionnement, le même algorithme. C'est un framework différent, mais c'est le même algorithme que Nadège Abomangoli. soft life dont on parle tout le temps. C'est pas avec ton mec qui est un provider, c'est seul. C'est seul. Donc elles ont divorcé, elles se sont séparées, elles ont leur gosse une semaine sur deux. Là, Et elle dit bien c'est seul, mais il y a quand même un, comment dire, il y a quand même un élément compromettant dans son récit. Et vous allez voir qu'elle va se bouffer la langue, elle va vraiment exposer son mode de fonctionnement. miraculeusement, le mec sait s'en occuper à 50%, alors que quand ils étaient ensemble dans le même foyer, celle qui faisait tout, ils savaient même pas où étaient les couches. Voilà, donc ça c'est la pilule, c'est le suppositoire, on vous dit que les hommes sont des bras cassés, c'est sa manière à elle de justifier sa demande immorale, parce qu'elle sait très bien que ce qu'elle demande, c'est immoral. Vous savez, il y a beaucoup de femmes, elles vont essayer de vous dire des choses, elles vont essayer de vous suggérer des choses, elles savent que c'est immoral, mais si ça peut leur rendre service, si ça peut leur bénéficier, elles vous le mettront quand même en avant en essayant de mettre du sucre glace dessus. C'est exactement ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train d'essayer de ramasser une crotte de chien qu'elle a trouvée dans la rue, de vous mettre du sucre glace dessus et te dire est-ce que t'aimerais m'acheter mon Paris-Brest? C'est ça qu'elle est en train de faire. C'est ça. Mais attendez, elle va se bouffer la langue et elle va révéler comment elle fonctionne. Donc on est sur une grosse désillusion qu'on savait déjà un petit peu au fond de nos têtes. Et les nanas recherchent de nouveaux modèles de coparentalité avec des amis, avec une communauté, avec tout sauf leur mari ou leur mec. Voilà, bah ça tu peux le faire sans avoir à piéger un homme, par exemple. Oui, je sais que c'est fou ce que je dis là. Mais attendez. Elles s'attendent que ça de faire des enfants et de divorcer. Voilà, on y arrive. Elles n'attendent que ça, de faire des enfants et de divorcer. Figurez-vous, mesdames, que depuis 2022, vous avez la possibilité en France, en tant que femme seule, d'aller vous faire inséminer dans une banque de sperme. Oui, oui, c'est vrai. Avant, il fallait aller dans un autre pays, donc vous pouviez prendre un EasyJet et aller vous faire inséminer dans un autre pays. Et aujourd'hui, depuis 2022, vous pouvez le faire en France. Vous voulez un petit métis, par exemple, quelqu'un qui aura ma couleur de peau. Vous regardez, vous avez une banque de sperme, vous regardez le magazine, je suis sûr qu'il y aura un noir qu'on aura donné. Et voilà, vous voulez un petit Kabyle, je suis sûr que vous pourrez trouver un petit Aziz pour mettre de la lumière dans votre lanterne. Aziz, lumière! Aziz, lumière. Bien. Reprenons. Oui, enfin, quand je dis un petit Aziz, ne nous méprenons pas. Hein. Pas un petit Aziz aussi jeune. Il a l'air d'avoir 12 ans. Donc, foutez-lui la paix à ce Aziz-là. Mais vous aurez compris. Vous pouvez, si vous êtes tellement forte, indépendante, et vivre la soft life comme vous le prétendez, vous pouvez aller dans une banque de sperme sans avoir à passer par un homme. Mais alors vous me direz, bah oui, mais
Bah oui, mais si je passe par une banque de sperme, je n'aurai pas de pension alimentaire. Je n'aurai pas de garde alternée. Ah bah oui, parce que le papa, là, d'un coup, il devient important. Quand il s'agit de lui coller le rôle de nounou à mi-temps, comme ça, en claquant du doigt, ah bah il y a 2 semaines, j'ai envie d'aller faire la tana en boîte et rigoler et tout ça, et il y a 2 semaines où j'ai envie de faire la maman et de prendre une pension alimentaire par-dessus, ah oui, là, d'accord, là, d'un coup, la banque de sperme, c'est beaucoup moins intéressant. Et vous voyez, il est là le problème. C'est que si nous sommes des bras cassés, comme vous prétendez, prenez vos responsabilités et allez à une banque de sperme. Nous sommes des bras cassés, laissez-nous dans notre coin. Vous avez passé les 10 dernières années, peut-être plus, à nous dire que vous n'aviez pas besoin des hommes. Ah, sauf quand il faut sortir le portefeuille. Là, d'un coup, les hommes sont importants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau d'hypocrisie et d'égoïsme que ces femmes ont aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que nous les avons dorlotées. Nous les avons tellement dorlotées qu'aujourd'hui, que ce soit elles ou que ce soit Nadège Abomangoli, elles essayent de vous faire passer un message comme quoi il y a de l'oppression dans le but d'instrumentaliser les lois de la famille pour vous transformer en portefeuille ambulant. Nadège Abomangoli, si sa loi passait, tout ce que ça ferait, c'est ça donnerait aux femmes le pouvoir de se faire engrosser par un amant, de donner les responsabilités légales au mari, et puis par la suite partir réclamant et prendre de l'argent. Voilà ce que ça pourrait faire. Je sais que c'est fou ce que je dis, mais c'est une possibilité. Et elle vous dit, bah oui, nous avons besoin des hommes jusqu'au moment où nous accouchons, et une fois qu'ils ont reconnu l'enfant, une fois que voilà, on divorce, et puis on vit la soft life. Moi, je trouve ça triste, parce que, en fait, ça devient qu'une affaire d'argent. Et quand je dis une affaire d'argent, on parle de quoi? 150 à 200 euros par mois, parce qu'un mec qui est au SMIC, il ne pourra pas vous donner plus. S'il a un loyer à payer, tout ça, il ne pourra pas vous donner plus. Donc juste pour 200 balles par mois, vous préférez jouer cette carte plutôt que de prendre vos responsabilités et d'aller dans une banque de sperme ou de contribuer à une relation stable pour que votre enfant ait une fondation familiale stable. On vous a tellement dorloté que maintenant vous ne pensez plus qu'à vous et vous utilisez vos enfants comme des instruments pour essayer d'avoir 200 balles par mois. Moi je trouve ça mais pathétique et je trouve ça tellement triste que vous ne vous rendiez même plus compte des 2 poids 2 mesures que vous mettez en avant. Et je dis ça au cas où vous êtes une femme et que vous m'écoutez, que vous êtes féministe. Je sais que vous n'êtes pas toutes comme ça. Je le sais, hein. Mais pour celles qui pensent comme ça, moi je suis désolé, j'ai honte. J'ai honte pour vous, hein. Franchement, j'ai honte. On est quand même sur un gros dilemme. On est sur un gros dilemme. Moi, je me rends compte vraiment parce que j'ai 31 ans et ça concerne mes copines. Aujourd'hui, c'est pile dans mon âge. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait, les filles? Est-ce qu'on fait un enfant seul et ensuite on l'élève avec une copine? Est-ce qu'on garde le cap et on trouve un mec vraiment bien? Pas un bébé? I don't know. Et vous voyez qu'elles disent à 31 ans, qu'est-ce qu'on fait les filles? Moi, je me souviens de qu'est-ce qu'on fait les filles quand elles avaient 15 ans, 14 ans, et qu'elles ne savaient pas si elles allaient se faire un piercing au nombril ou un tatouage sur l'avant-bras. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait les filles? Le tatouage ou le piercing? T'as 15 ans ou quoi? Moi, je te l'ai donné la solution. Qu'est-ce qu'on fait les filles? Ben, on va faire un trip, on va aller faire un petit voyage à la banque de sperme, et puis ben, on va se faire engrosser toute seule comme des grandes, on va choisir un monsieur dans le magazine, et puis ben, ensuite on va vivre notre soft life comme des grandes, fortes et indépendantes que nous prétendons être. Voyez? C'est une possibilité. Et puis foutez la paix aux hommes. Vous savez, les bras cassés. Foutez-nous la paix. On n'a pas besoin de ça. Alors bon, je suis tombé sur cet article qui essaie de nous expliquer. Alors, je vous mettrai tous les articles que vous voyez dans le. On va les survoler histoire de faire vite. Mais je vous mettrai tous les articles dans la description de la vidéo avec chaque chapitre. Et du coup, ce chapitre-là, ce sera qu'est-ce que c'est Believe All Women? Et en gros, quand vous lisez cet article, il y a un mot qui revient très souvent, qui me fait vraiment rire. Je crois qu'il revient 2 ou 3 fois. Euh, c'est le mot empathie. Voilà. Le mot empathie. Alors, il revient ici, et du coup, on va en jouer. Parce que grosso modo, cet article, ce qu'il nous dit, c'est oui, quand on dit croire les femmes, on n'implique pas de croire toutes les femmes à 100% sur tout ce qu'elles disent. Pourtant, c'est un peu la manière dont c'est pris et dont c'est interprété. Et elles n'ont pas essayé, elles n'ont pas fait d'énormes efforts pour corriger cette interprétation erronée. Mais il y a un truc qui me fait rire, c'est qu'elles disent cela nous oblige à prendre en compte le coût émotionnel des violences sexuelles et à faire preuve d'empathie pour intégrer la dimension psychologique du traumatisme dans le processus de vérification des allégations d'agression sexuelle. Vous voyez? Il y a plusieurs phrases comme ça.
Et en fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est oui, il faut croire que les femmes, basées sur leur vécu, mais leur vécu, c'est pas forcément factuel, parce qu'une femme qui ment et qui vous dira qu'elle a vécu un V, bah, elle vous ment à la fin. Donc, est-ce que le vécu a vraiment, sans preuve, sa place au niveau de la justice? Parce qu'il faut se dire qu'une justice qui est juste, c'est une justice qui est basée sur les preuves. Vous êtes innocent jusqu'à preuve du contraire, et pas le contraire. Mais dans ce genre de cas-là, on vous met souvent comme étant coupable jusqu'à preuve du contraire. Et si on ne peut pas ramener les preuves qui vous décriminalisent, qui vous innocentent, vous êtes coupable même si vous n'avez rien fait. Vous comprenez? Et c'est la dangerosité de Believe Woman. Ça vous parle de sexisme systémique à un moment. Ça vous parle de sexisme systémique. On va essayer de le retrouver. Voilà, systématique. À un moment, ça vous dit, les accusations doivent être prises au sérieux et examinées avec ouverture d'esprit plutôt qu'avec un scepticisme systématique. Oui, l'ouverture d'esprit, c'est bien, c'est sûr. Mais s'il n'y a pas les preuves qui viennent derrière, comment on fait? Parce que je vous parle de preuves, ok? Alors, je suis pas en train d'attaquer Billy Woman, même si je pense que c'est une énorme connerie. D'accord? Et je vais vous montrer pourquoi. Mais nous avons cette femme, du coup, dans laquelle j'avais parlé dans ma dernière vidéo, qui a 31 ans, qui s'appelle Stacy Sharples, qui avait accusé 10 hommes de l'avoir voilée entre 2013 et 2019. Et elle n'a été punie que maintenant. L'enquête a pris 13 ans. Première plainte en 2013. Et bien, Stacy Sharples, à chaque fois qu'elle a porté plainte pour voile, on lui a demandé de se faire examiner médicalement par un gynécologue et elle a refusé à chaque fois. Donc, pas de preuve. Elle venait les voir en disant j'ai été voilée et au moment où il fallait passer au gynécologue pour vérifier qu'elle avait bien été pénétrée avec force ou quoi que ce soit, pas de preuve. À chaque fois qu'il fallait prendre un kit, vous savez, les kits, c'est des petites boîtes avec plein de trucs à faire pour essayer de récolter des fluides et tout ça. À chaque fois, elle refusait. Donc, est-ce que, oui, il faut faire preuve d'empathie, mais est-ce que l'empathie doit être donnée au compte-gouttes ou alors est-ce qu'il faut faire preuve que d'empathie et on s'en fout des preuves? Et vous voyez les 10 hommes là. Alors, il y a plusieurs choses qui ont retenu mon attention dans cet article. Alors, je vous l'ai traduit en français par le navigateur, donc il y a comment dire, il y a des erreurs orthographiques, c'est normal, parce que d'anglais à français, ça fait des confusions. Mais moi, j'adore quand ils me disent, par exemple, quand ils nous disent, les enquêtes de cette nature sont extrêmement rares et la décision de poursuivre Sharple en tant que suspect n'a pas été prise à la légère. Bah, tu m'étonnes, ça a duré 13 ans. Et pendant ces 13 ans, elle a ruiné la vie de 10 personnes. Ensuite, ils viennent vous dire, toutefois, il est notre devoir d'agir dans l'intérêt du public et sur la base des preuves et des informations que nous découvrons et recevons. Et moi, j'ai envie de les traiter d'imbéciles. Moi qui étais à la police, ça c'est la police de Manchester. Moi j'étais à la police métropolitaine de Londres. Et j'ai envie de leur dire, mais au bout de la deuxième ou de la troisième fois qu'elle refusait, qu'elle vous disait qu'elle se faisait voiler et qu'elle refusait de vous aider dans l'enquête, pourquoi vous lui avez pas demandé d'arrêter ses bêtises? Ah, parce que je vais vous dire une chose. On lui a pas dit ça parce que Believe Woman. Et que, en Angleterre, l'image, c'est quelque chose qui est très important pour les grandes organisations. On va vous saquer pour des choses qui, des fois, en la police, hein, je vous parle de la police, on va vous virer juste parce que vous avez fait une erreur pour dire, vous avez vu, on s'en est débarrassé, notre image est bien. Nous avons gardé une bonne image. Oui, il a fait une erreur. Oui, il a commis quelque chose de pas très grave. Hein, ça peut être. Bon, on l'a viré parce que voilà, on veut avoir l'air d'en avoir quelque chose à foutre aux yeux du public. En fait, ils en ont rien à cirer. Hein. Mais tant qu'ils ont donné cette impression, qu'ils ont donné cette image, qu'ils en ont quelque chose à faire, ils agissent comme ça. Et là, si vous voulez une preuve de ce que je vous annonce, je le sais, moi, ça me rendait fou. Hein. Moi, je les trouvais tellement faux cul, les Anglais, quand j'étais flic là-bas. Et moi, j'avais un style de police assez frontal, un peu à la française. Ça plaisait aux membres du public, ça plaisait pas à mes collègues, pour vous dire. Mais à un moment, ils disent, cela démontre le sérieux avec lequel nous prenons les signalements de voile et que nous cherchons toujours à donner suite aux signalements qui sont faits. On a fait notre travail, les gars, vous avez vu, on a fait notre travail sérieusement. Bon, il y a 10 mecs, ils ont tout perdu. Hein. Ils se sont retrouvés à la rue,
Il y en a un, il a été déshérité par ses parents. Il y en a trois, ils ont été privés de voir leurs enfants pour une durée indéterminée parce que voilà, en plus d'avoir été accusés de ça, les mamans, elles ont pris la liberté de faire de la non-présentation d'enfants sous prétexte qu'il fallait protéger les enfants de potentiels voileurs alors qu'il n'y avait pas de preuve que c'était des voileurs. Vous voyez où est-ce que je veux en venir ou pas? Ça a eu un effet boule de neige absolument monstre. Tout ça parce qu'il fallait sauver une image plutôt que de rendre justice comme il se devait. Ou de forcer la victime au bout de la deuxième ou troisième plainte à montrer des preuves ou alors à coopérer avec la police. Et c'est, vous savez ce qui me choque, c'est qu'on vient de nous dire 10 chefs d'accusation d'entrave à la justice. Il n'y a pas d'accusation calomnieuse, il n'y a pas de mise en danger d'autrui, parce que parmi les victimes, vous lirez vous-même si vous voulez voir, si vous voulez vérifier la véracité de mes dires, je vous mettrai les articles dans la vidéo, mais il y en a même qui seront retrouvés à la rue et qui sont tombés dans la criminalité à cause de ça. Il y en a un, il est tombé dans l'alcoolisme, il se battait dans la rue, donc il aurait pu se faire très mal, il aurait pu se tuer même. Et il était en état d'ébriété dans la rue, jusqu'à 5 heures du matin. Donc il a commis des crimes à cause de ça. Il avait une maison, il avait un travail stable et tout, et du jour au lendemain, sa vie s'est inversée, parce que Blondie, là, elle a voulu porter une fausse plainte. Et vous savez, le pire, c'est que dans le dernier article que je vous avais mis, elle disait ouvertement, oui, je continuerai parce que de toute façon, la police ne portera jamais plainte contre moi. Donc j'ai le feu vert. Est-ce que nous pouvons vraiment parler d'empathie? Vous savez, l'empathie qui nous met en avant, qui nous mettait en avant là, en bas. Le coût émotionnel des violences, faire preuve d'empathie. Est-ce que nous pouvons vraiment parler d'empathie là? Ah, fallait être empathe, ouais. Fallait prendre 10 plaintes, alors qu'elle voulait pas coopérer. Jusqu'où va l'empathie? Où s'arrête la limite de l'empathie? Bah, je vais vous le dire après, vous allez voir. Je vais répondre à cette question. Et il y a un autre truc. Ah voilà, ça c'est l'arrivée des statistiques. Et moi, vous savez, quand les gens me disent oui, mais si tu regardes les statistiques, moi, les gens qui me disent ça, j'ai qu'une envie, c'est de leur claquer le baigneur, en fait. Je vous jure. Parce que les gens qui vous sortent la carte de la statistique, tout de suite, quand vous commencez à débattre avec eux, c'est qu'en fait, si vous leur enlevez cette seule carte, ils n'ont aucun jeu de débat pour jouer avec vous. C'est toujours oui, mais les statistiques, ils comprennent même pas comment elles sont faites. Ils comprennent même pas comment elles sont relevées et pourquoi elles sont relevées, et ils vous les mettent en avant. Et vous voyez, moi, je vais vous dire, euh, je suis concepteur développeur d'applications, c'est mon travail. Et quand je conçois des applications web, par exemple, bon, alors, je le fais à mon compte, d'accord? C'est mon boulot, mais je le fais à mon compte. Et quand je développe une application web, il y a des choses que je dois suivre. Il y a la réglementation générale sur la protection des données. Là, il y a les normes NIS2 qui arrivent en vigueur, qui sont les normes de cybersécurité européenne, vous voyez. Euh, et puis, bah, il y a plusieurs principes à mettre en... Je ne vais pas vous faire la liste, parce que sinon, la vidéo va prendre longtemps. Mais imaginons, on parle de statistiques. Imaginons que je vous dise, parce que là, je suis en train de créer le site de ma chaîne, le site La Voix des Pères Abandonnés, qui est un site ayant pour but d'aider les hommes dans ma situation qui se sont retrouvés face au JAF, par exemple, et qui ont été accusés à tort de certaines choses. Vous comprenez? Je suis en train d'en faire un site internet. Imaginons que demain, je vous dise, bon, bah ça y est, j'ai lancé mon site, et du coup, tu peux venir et tu peux t'inscrire, tu peux faire un compte, où tu auras un système de session, voilà, il y aura un système de messagerie, tout ça. Et tu me dis, ah bon, quelles sont les sécurités? Je te dis, la sécurité, il y a quoi? Il y a 3% de chance que ce site se fasse pirater. Tu me diras, ben, je mets pas les pieds sur ton site. Bah oui, mais si on écoute les statistiques, c'est que 3% de chance, statistiquement parlant, que je me fasse pirater. Ah là, d'un coup, les minus, ça vous intéresse. Les minorités, là, d'un coup, ça vous intéresse. Pourquoi? Parce que de ces 3%, même si c'est... Imaginons que ce soit que 3% de chance que mon site se fasse pirater, vous ne vous voudriez pas vous trouver sur mon site. Parce que ça vous mettrait, vous, dans une situation où vos données pourraient être piratées. Et vous voyez, quand les gens me disent oui, quand une femme, une féministe vient me dire oui, mais de toute façon, les violences conjugales, c'est 85% de femmes, gna gna gna. Ouais, ok. Et donc, et après, tu mets en avant des statistiques, mais si ça te concernait, si tu étais un homme et que tu faisais partie du peu de statistiques d'hommes qui étaient victimes de choses, t'en aurais rien à foutre en fait.
C'est juste que ça ne te concerne pas, c'est pour ça que tu peux mettre les statistiques en avant avec tant d'aisance. Et c'est pour ça que je vous ai fait l'exemple sur le site internet. Parce que là, d'un coup, si je vous disais inscris-toi sur mon site, ah mais je ne mettrai pas de sécurité, ah bah ça vous concernerait, même si c'est que 3% de chance, c'est 3% de chance que vous n'auriez pas envie de tenter. Parce que ça vous concernerait directement. C'est pour ça que les gens qui me sortent les statistiques, généralement ils le font parce que, un, ça ne les concerne pas, ou deux, parce qu'ils s'en foutent. Ou alors trois, parce que ça ne les concerne pas, ils s'en foutent, et en plus ils sont complètement cons. Vous comprenez? Donc c'est pour ça. Là, ils nous sortent les statistiques. Ouais, en temps normal, depuis 2021, nos résultats positifs ont doublé du coup. Oui, mais ça change quoi pour les 10 hommes qui ont tout perdu? C'est bien, bravo, tu fais du bon travail. Tu veux une médaille, tu veux des applaudissements. Mais les 10 hommes là qui ont tout perdu, tu fais quoi pour eux? L'empathie, elle est où là? Vous comprenez pourquoi ce que je dis ou pas? Je sais pas. Je sais que des fois je parle et j'ai l'impression que c'est un peu fou ce que je dis, mais j'essaie de faire des analyses un petit peu assez incisives quand même. Nous continuons à privilégier une approche centrée sur la victime et axée sur le suspect, améliorant ainsi la qualité de nos enquêtes et le soutien apporté aux personnes qui se manifestent. Ouais, et ben je peux vous dire une chose, c'est que les 10 mecs qui ont tout perdu, il n'y aura aucune campagne qui sera faite pour mettre en avant le fait qu'ils ont été victimes de fausses accusations et pour redorer leur blason. Et ces mecs-là, maintenant, ils vont être à la charge de la société. Ils ont tout perdu. Il y en a, ils se sont retrouvés, comme je vous ai dit, ils se sont retrouvés SDF, tout ça. Ils ont tout perdu. Il n'y aura pas de campagne pour redorer leur image et dire, bon, bah, actuellement, il faut que vous sachiez que ces 10 personnes, si elles ont envie d'être mis en avant, ces 10 personnes ont été mises en avant, ont été accusées à tort. Nous voulons que vous sachiez que voilà, c'était pas vrai, c'était de fausses accusations et ça a été prouvé. Ils ne font pas ça, ils l'ont pas fait pour Johnny Depp. Ils ont juste montré des exemples nonchalants et c'est tout. Pourquoi ils le feraient pour des petites personnes comme ça? Hein, l'empathie s'arrête là en fait. Ah oui, quand la vraie victime en fait, c'est le criminel et que les vrais accusés sont des victimes, là d'un coup il n'y a plus personne. C'est marrant quand même comment ça fonctionne. Enfin bon, alors cette chère demoiselle, ah, elle a fait ce que nous revendiquons, donc c'était 21 janvier 2025, elle a fait ce que les Red Pill revendiquent quand ils disent que le harcèlement de rue, c'est une connerie, que le harcèlement de rue, en fait, ça ne s'applique qu'aux gens qui ne sont pas beaux physiquement, qui ne sont pas attirants. Et cette fille, elle va confirmer un peu la Red Pill. Parce que cette fille, elle avoue avoir inventé des accusations de voile qui ont conduit à l'incarcération d'un homme innocent et révèle l'avoir ciblé en raison de son apparence inquiétante. En gros, délit de sale gueule. Ah, il avait l'air d'un violeur, alors je l'accusais de violeur. En gros, ils se sont rencontrés devant un supermarché de quartier. Il l'a même pas calculé. Il allait probablement s'acheter une bière ou à la fin de sa journée, tout ça. Elle l'a vu, s'est dit, oh, il a une sale gueule. En plus, il a une Ford. Elle l'a spécifiquement ciblé parce qu'elle l'avait déjà vu, lui et sa camionnette Ford F-150 bleue, dans le secteur et qu'elle trouvait ça inquiétant. Délit de faciès et en plus elle aimait pas sa voiture. Oh, il a une tête bizarre, il n'a pas gagné la loterie génétique. Et en plus, il a une Ford de 150 bleue. Bon, bah tu sais quoi, plainte pour viol. Le mec, il a passé un mois en détention et 31 jours en prison. Et je vais vous dire, en tant qu'ancien flic, ce qui se passe quand vous arrivez dans une prison et que vous êtes accusé, à tort ou à raison, d'avoir voilé des jeunes filles. Les gens qui sont dans la prison, vous savez, il y a le téléphone, ce qu'on appelait le bouche à oreille. J'allais dire le téléphone arabe, pardon. C'est ce que je disais à l'époque quand j'étais plus jeune. Ça se disait à l'époque avant que ça fasse des polémiques sur le politiquement correct. Et du coup, bah, il y a du bouche à oreille. Et je peux vous assurer qu'une seule chose, c'est que ce gars-là, ça a duré 31 jours sur le papier et dans la vie réelle. Mais lui, il était dans une chambre temporelle qui allait 10 fois plus vite. Et les 31 jours, ça s'est transformé en 10 ans. Je peux vous assurer qu'il s'est fait attraper par des mecs de la prison, des prisonniers, qui ont dû croire que parce qu'il était là, il était coupable. C'est comme ça que ça se passe dans les prisons. Et un voileur qui arrive en prison, il se fait démonter des fois. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle trouvait qu'il avait une sale gueule. Il n'a rien demandé à personne, le mec. Est-ce qu'on peut vraiment dire Believe Woman, du coup? Est-ce que nous pouvons vraiment parler de la profondeur de l'empathie qui est nécessaire pour écouter les victimes, du coup? Cette victime-là, elle mérite de l'empathie ou pas, à votre avis? Ah oui, mais c'est un homme, il peut les se faire foutre, du coup, j'imagine. Encore une. Encore une qui a
accusé à tort un homme de l'avoir voilée chez elle à une date précise. Et il se trouve que le gars, il a réussi à prouver son innocence grâce à son téléphone, parce qu'il a pu prouver qu'au moment où elle s'était supposément faite voilée chez elle, grâce aux données GPS du téléphone, il n'était pas là. Et en fait, elle le connaissait, mais il disait qu'il la connaissait, mais qu'il ne l'avait pas vue depuis plusieurs années. Et donc, bah, c'est ce qui lui a sauvé le cul. Mais vous imaginez, il n'aurait pas eu de téléphone. On aurait fait preuve d'empathie pour lui, vous croyez ou pas? Et cette femme, je crois qu'elle avait déjà fait d'autres plaintes. Elle a fait de fausses déclarations. Elle l'a pas fait qu'une seule fois. Elle l'a fait plusieurs fois. Et vous voyez, moi je suis content parce que ces flics-là, ils ont pris le temps de faire le boulot. Elle n'a pas eu le temps de le faire 10 fois comme l'autre dingo là. Vous voyez? Ensuite, et celui-là, il est particulièrement pertinent, si vous voulez mon avis. Une femme du Michigan condamnée à 5 ans de prison pour avoir porté une fausse accusation de voile. Donc ça, c'est le site internet d'un cabinet avocat américain. Plus tôt cette semaine, une femme du Michigan a plaidé non coupable des accusations selon lesquelles elle aurait inventé et porté de fausses accusations de voile contre 2 hommes du Michigan. Elle serait même allée jusqu'à simuler des ecchymoses avec du maquillage. D'après un article du Star Tribune, cette femme avait également récemment plaidé non coupable en réponse à une accusation de fraude. Elle aurait prétendu avoir un cancer et aurait accepté des milliers de dollars de dons généreux, de généreux donateurs. Et là, j'ai envie de dire, mais attends, elle est allée jusqu'à simuler des ecchymoses. Du coup, elle a porté plainte pour voile, mais elle n'est pas allée aux urgences pour se faire examiner. Parce que, ou alors les médecins qui l'ont examinée étaient vraiment très cons. Ça aussi, c'est une possibilité, hein. Mais qui sait qui ne se rend pas compte que ces pseudo-ecchymoses ne sont pas ne sont du maquillage? J'ai du mal à comprendre. C'est bizarre. Le juge a expliqué que condamner la femme à moins de 5 ans constituerait une parodie de justice, compte tenu des peines encourues par les personnes qu'elles avaient faussement accusées et si elles avaient été reconnues coupables de voile. Concrètement, elle a été condamnée à 2 ans pour fausse accusation de voile et à 3 ans supplémentaires pour destruction de preuves, utilisation de maquillage pour simuler des ecchymoses. Mais alors du coup, pourquoi Stacy machin là, elle n'a pas eu la même chose, elle? Vous voyez? Alors vous me direz, c'est 2 pays différents, mais c'est pas un problème de loi, c'est plutôt un problème d'application du coup. Et encore une fois, est-ce qu'on peut vraiment parler de l'importance de l'empathie du coup? Vous voyez, ça varie de personne en personne. Ce contexte-là, ce concept, pardon, ce concept, il est tellement abstrait que bah, les gens, que ce soit en Amérique ou quoi, ça dépend, ça varie. Et ça, vous voyez, ça a fait que la justice a des variables. La justice n'est pas constante, elle est variable à cause de ces conneries-là. C'est un truc de ouf quand même. Et vous voyez, vous avez 2 cas similaires. Et il y en a un où ils ont fait le travail et il y en a un où ils bombent le torse en disant vous avez vu nos statistiques? C'est déplorable. C'est déplorable. Alors, ça, je vous l'ai lu. Prouver les accusations de voile devant les tribunaux. Si cette femme a écopé d'une peine aussi sévère pour des fausses accusations, c'est en partie parce que ces actes auraient pu avoir des conséquences dévastatrices sur la vie des 2 hommes innocents qu'elle avait accusés. Le juge a pleinement conscient de cela, a déclaré il s'agit d'une femme tourmentée et perturbée, prête à tout pour nuire à autrui, quitte à le condamner à la prison à vie afin d'attirer la sympathie et de se faire remarquer. Et vous voyez, c'est exactement la même chose que Stacy Sharples, qui avait dit dans le dernier article que je vous avais lu dans ma dernière vidéo que c'était une bombe à retardement et elle se vantait. Elle se vantait de ne pas se faire prendre par la police et elle disait bah oui, de toute façon, si tu fais pas ce que je veux, tu vas voir ce que tu vas voir. Je vais porter plainte. Mais on nous parle d'empathie et de croire les femmes. Là, je suis fier des juges, je suis fier de ce cas-là. Je suis fier du juge qui a décidé de la punir bien comme il fallait. Parce que grâce au travail de la police et des juges qui étaient impliqués dans cette enquête, les hommes, ils ont eu la chance de pouvoir se faire sauver. Ils ont été accusés, mais c'est pas aller plus loin que les 10 autres qui ont tout perdu. Les fausses accusations d'agression sexuelle, en particulier, sont particulièrement odieuses en raison de la forte probabilité qu'elles aboutissent à une condamnation.
En effet, les affaires d'agression sexuelle sont souvent portées devant les tribunaux sur la base de preuves ténues, parfois uniquement sur le témoignage de la victime. Et vous voyez, c'est ça le problème, c'est que cet article, il vous dit, il faut croire le vécu des femmes. Il faut, vous le lirez, hein, franchement, c'est intéressant. Mais ils vous disent, il faut croire le vécu des femmes, il faut faire preuve d'empathie, la dimension et la profondeur. Signifie reconnaître que les femmes qui accusent des hommes d'agression continuent de se heurter à d'énormes obstacles. Oui, t'as raison. Continue avec tes mythos, toi. Le procès peut alors se transformer en une épreuve où chacun campe ses positions, avec des conséquences potentiellement dévastatrices pour l'accusé. Alors moi, j'ai été accusé à tort de violence conjugale par mon ex. Hein. Un jour, en fait, elle et son avocate, ils ont joué sur le principe du contradictoire. Et pour vous expliquer ce que c'est, le principe du contradictoire, c'est le principe qui dit que pour qu'un procès soit équitable, il faut que les deux parties s'échangent les pièces pour pouvoir en débattre d'une manière juste et équitable. Mais ce principe ne force pas de délai, si vous voulez. Ça veut dire que une personne, un des deux parties peut vous envoyer les pièces qu'il compte présenter, et l'autre partie peut attendre le jour juste avant l'audience pour vous envoyer les pièces. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans ma dernière vidéo que j'avais fait là-dessus, là, avec la blonde à cheveux courts qui se disait coach en divorce, elle disait le JAS c'est une stratégie. Et elle n'avait pas tort. Dans certains cas, il y a des, comment dire, quand l'avocat du parti opposé est véreux, quand votre compagne, quand votre compagne elle vous a trompé, qu'elle était violente, comme par exemple dans mon cas, eh ben, vu qu'il n'y a pas de preuve, en fait, ce que l'avocat fait, ce que son avocate a fait, parce que son avocate, c'était une avocate particulièrement véreuse, d'accord? Elle était particulièrement nocive, cette femme. Elle venait me provoquer et tout dans la salle d'attente des audiences. Alors, elle le faisait d'une manière calme et tout, avec un petit sourire narquois, mais vous pouviez sentir qu'elle n'attendait qu'une seule chose, c'était que je m'emporte. Vous voyez? Alors, moi, je restais calme, hein, j'ai toujours été. Voilà. Mais, en gros, ce qu'elle faisait, c'est elle m'avait envoyé la moitié des pièces qu'elle comptait présenter le lendemain. Moi, je lui avais envoyé mes pièces un mois à l'avance pour être correct. Et elle m'a envoyé les pièces le soir à 20h, 20h30 pour le lendemain, 9h du matin. Et du coup, bah, je lui envoyais des messages, je lui disais, vous m'envoyez vos pièces, histoire que machin. Silence total jusque le soir, 20h avant l'audience du lendemain, 9h30. Et là, j'ai dit, mais vous me les envoyez maintenant, et que la moitié. Et le jour de l'audience, donc le lendemain, mon ex, elle est arrivée, mon ex et son avocate sont arrivés avec des témoignages. Elle n'avait que ça. Moi, j'avais des vidéos, j'avais plein de trucs, j'avais des vidéos, des audios, tout ça. Elle n'avait que des témoignages écrits, donc la moitié qu'elle m'avait envoyé, et le sien à elle ne me l'avait pas envoyé. Il faisait 6 pages, et dans ces 6 pages, en fait, elle m'accusait de tout ce qu'elle m'avait fait subir pendant les 7 ans. Et c'est passé. Alors vous imaginez que quand vous êtes dans une affaire de voile, parce que c'est des choses qui arrivent, et ça arrive bien plus que vous ne le pensez. C'est pas parce que vous n'en entendez pas parler que ça n'arrive pas. Vous allez dans les associations de pères qui sont dans la même situation que moi, et ça existe, hein, vous allez à SOS Papa et tout ça, vous leur demandez, et ils vont vous le dire. Je le sais, je suis dans une association comme ça. On est 500, et la majeure partie, ils ont eu exactement le même genre de problème. Alors après, on vous parle d'empathie, on vous sort les grands mots, on vous sort le scepticisme systématique et tous ces mots qui n'ont aucun sens. On viendra vous dire qu'il faut combattre le scepticisme systématique contre les femmes et qu'il faut qu'on le change en faveur des femmes. Ça n'a aucun sens. Pour qu'à la fin, vous ayez des articles comme ça, qui aient les couilles de vous dire la vérité et qui vous disent, bah oui, en effet, des fois, parfois uniquement sur le témoignage de la victime. Ouais, mais ça peut être un témoignage mensonger, du coup, on fait quoi? Vous vous rendez compte du pouvoir qui est donné à un genre? Parce qu'aujourd'hui, on est encore en train de débattre, de pinailler sur savoir si les hommes peuvent être victimes de voile, eux. Il y a encore des gens qui viennent vous dire, ah non, c'est pas vrai. On nous parle de consentement, mais apparemment, ça ne s'applique qu'aux femmes. Quand un homme, il dit, ah bah non, je consente. Oh, mais un homme, ça peut pas se faire voiler. Le procès peut alors se transformer en une épreuve où chacun campe ses positions, avec des conséquences potentiellement dévastatrices pour l'accusé. Je vous ai un peu raconté ce qui m'est arrivé, pour vous donner du contexte. En aucun cas, je m'affilie ou je ne compare pas ça à ce qui m'est arrivé, d'accord? Je suis conscient que le niveau de gravité est différent, mais j'essaie juste de vous donner un peu de contexte et un peu d'exemple, au cas où vous vous posiez la question. Il faudrait que je vous fasse une vidéo
sur comment dire, la... Putain, comment ça s'appelle? Je viens de vous en parler là. Euh, Purée, ça m'est sorti de la bouche. Le truc qui fait que les avocats, ils doivent s'échanger les pièces là. Le truc qui est supposé rendre les procès équitables. Voilà, faudrait que je vous en fasse une vidéo dessus. Le principe du contradictoire, voilà. Je vous ferai peut-être une vidéo dessus, puisque je vais refaire des vidéos sur la blonde qui a ressorti des dingueries là. Donc je vais vous en reparler. Je vous referai un truc dessus, je vous referai une image avec le fond bleu et tout ça, en vous expliquant bien les articles et tout pour que vous puissiez, si ça vous intéresse, vous renseigner un peu dessus. Parce que si vous êtes flic et que vous ne connaissez pas ça, par exemple, bah, c'est bien de l'apprendre. Parce que des fois, les gens, ils viennent vous voir en pensant que vous pouvez leur donner des conseils. Et bien que vous ne puissiez pas leur donner des conseils, au moins, vous pouvez les rediriger vers ce genre de choses. Et leur dire, bah regardez, discutez de ça avec votre avocat. Parce que peut-être que l'avocat n'aura pas, lui, l'idée ou la pensée de discuter avec vous de ce genre de choses. Mais c'est bien à savoir. Voyez. Comme indiqué précédemment, les condamnations pour voile reposent souvent sur des preuves très minces. Cela explique en partie le fait que pour les jurés, que les, en partie par le fait que les jurés ont tendance à éprouver de la compassion pour les victimes et peu pour les accusés. Et voilà, il est là le problème. Encore une fois, on nous parle de compassion et d'empathie, mais ça va que dans un sens, ou que pour un genre. Vous voyez? Et le problème, il est là, hein. Vous corrigez ce problème-là, c'est fini. C'est fini. Il faut responsabiliser tout le monde. Hein, on voit souvent des posts sur X où ils disent éduquez vos garçons. Oui, mais il faut éduquer vos filles aussi. Il n'y a pas que les garçons qui doivent être éduqués. Tout le monde doit être éduqué. Tout le monde est inéduqué aujourd'hui. Les gens entendent des choses, ils n'écoutent pas. Ils entendent, ils répètent bêtement sans comprendre. Tout le monde doit être éduqué. Il n'y a pas que les garçons, hein, en vrai. De plus, les règles de preuve sont défavorables à l'accusé, permettant ainsi d'admettre des éléments de preuve normalement irrecevables concernant les allégations et les infractions antérieures. Et ça, je vais vous dire, moi, c'est pour ça que je vous parle aussi de mon cas, du non-respect du principe du contradictoire. C'est que moi, j'avais demandé à ce que ce témoignage-là soit rejeté, et il a été gardé quand même alors que je n'avais pas eu le temps de me préparer à contre-argumenter ce témoignage de 6 pages. Vous voyez? Et là, c'est pareil. Normalement, des trucs, ils ne devraient pas être donnés au dernier moment ou ils ne devraient pas être présentés parce qu'ils ne peuvent pas être présentés comme étant des preuves. Et les règles des preuves sont défavorables. Alors ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais j'imagine que ça touche un peu le principe du contradictoire que j'ai émis juste avant. Il faudrait que je regarde pour pas vous dire de bêtises. Donc voilà. Et maintenant, pour terminer, ça fait 47 minutes, nous allons revenir sur un vieil article qui date de 2019, qui nous dit quand les victimes masculines de voile sont tenues de payer une pension alimentaire pour enfants. Et ensuite, on nous dit l'intérêt supérieur de l'enfant demeure la priorité absolue du tribunal. Ok. Et on va voir jusqu'où va l'empathie avec cet article. D'accord? Vous allez voir à quel point l'empathie ne va que pour les femmes, qu'elles soient victimes ou qu'elles soient l'accusatrice à tort. Et que bah, les garçons de 12 ans, par exemple, comme à l'âge de 12 ans, comme Shane Sayer, bah, lui, il n'est pas considéré comme un enfant. Son intérêt supérieur à lui, on s'en bat les steaks. A été victime d'abus sexuels de la part de sa babysitter Colin Hermesman, alors âgée de 16 ans. Tombée enceinte de lui en 1989, elle fut inculpée de voile sur mineur peu après. Au lieu d'être reconnue coupable de voile, Hermesman fut déclarée délinquante juvénile pour incitation à la délinquance juvénile, une infraction non sexuelle. Sayer fut par la suite condamné à verser une pension alimentaire. On parle d'empathie là, c'est ça. C'était l'empathie pour la femme qui a agressé sexuellement ce jeune homme de 12 ans. Et vous vous rappelez, je vous disais attention au petit Aziz. Bon bah là, c'est pas Aziz, c'est Sean Sayer. Mais c'est à lui que je pensais en fait. Du coup, voilà, on a fait preuve d'empathie envers l'agresseuse. On a changé le motif du tribunal, hein, on a changé le motif pour lequel elle était présentée devant un juge du voile en incitation à la délinquance juvénile. Ça veut dire beaucoup de choses, hein. Ça pourrait dire que vous l'avez encouragé à balancer un cocktail Molotov sur une voiture, par exemple. Ça pourrait dire ça, hein. Ah bah oui, vous l'avez incité à être un délinquant juvénile. C'est facile, hein? Ah bah là, d'un coup, la différence de peine, elle est drastique, hein. Ça fait... Ça tombe.
Ah, c'est plus la même chose là. Ah bah oui. Ah bah, il faut protéger l'intérêt des enfants, voyons. Hein? L'intérêt supérieur de l'enfant demeure la priorité absolue au tribunal. La preuve. En 1993, à l'âge de 15 ans, Sawyer a interjeté appel de cette décision devant la Cour suprême du Kansas, arguant qu'il ne devait pas être tenu responsable de ses paiements. Il soutenait que sa babysitter, Hermes Mann, avait abusé de lui sexuellement alors qu'il était trop jeune pour consentir. On est d'accord hein, là-dessus. La Cour suprême du Kansas a statué contre lui. Le jugement stipulait que, puisque Sawyer avait initialement consenti aux relations sexuelles et n'avait jamais informé ses parents de ce qui se passait, il était tenu de subvenir aux besoins de l'enfant. Imaginez qu'on inverse les sexes. Imaginez que Sawyer c'était une fille et que Hermes Mann c'était un garçon. Est-ce que vous me tiendriez le même discours? Est-ce que vous penseriez que ce discours-là serait approprié? Si la réponse est non, il y a un problème. Si d'un coup inverser les sexes ça pose problème, ben, je pense que cette société est malade et qu'elle a un problème. Cette affaire judiciaire a créé un précédent aux victimes masculines de voile de verser une pension alimentaire pour les enfants. En fait, ça a créé, ça a pavé ça. Ils ont dit, ah bah tiens, on l'a fait pour un, bah allez, maintenant on va le faire pour tous. Ils avaient qu'à pas se faire voiler par des filles, par leur babysitter. Solide, solide comme mode de pensée. Ça fait sens. Les besoins financiers des enfants priment sur l'intérêt du tribunal à dissuader les crimes sexuels contre les mineurs de sexe masculin, même si la conception résulte d'un voile statutaire. D'accord. Plus récemment, en 2014, Nick Olivas. Alors, vous me direz, oui, c'est des articles, c'est des faits qui remontent à il y a 35 ans. Et vous savez quoi? Vous avez raison. Mais la raison pour laquelle je vous sors cet article, c'est parce que 35 ans plus tard, nous sommes toujours au même point. On viendra nous dire, oui, les femmes, le féminisme a besoin de plus de droits, il faut encore que ça évolue, gna gna gna. Ok. Mais là, nous, on a 30 ans de retard sur nos droits à nous. Ah là, d'un coup, il n'y a plus personne, hein. Vous savez, les féministes, d'habitude, elles sont là en mode ah là, il n'y a personne qui vient gueuler, là. C'est marrant quand même. Alors, a été contraint de verser plus de 15 000 dollars d'arriérés à une femme avec laquelle il avait eu des relations sexuelles, alors qu'il avait 14 ans. Elle avait 20 ans à l'époque. Comment tant l'affaire Olivas et d'autres cas similaires, Mel Fitz, directrice du National Center for Men, un groupe de défense des droits des hommes basé à New York, a déclaré au journal Arizona Republic le tenir irresponsable de l'acte sexuel, puis le tenir responsable de l'enfant né de cet acte, est tout simplement absurde, cela n'a aucun sens. Merci madame. Heureusement qu'il y a des femmes comme vous dans ce monde. Et je ne le dis pas avec du sarcasme, je le pense vraiment. Peter Pollard, cofondateur de One in Six, une organisation destinée à aider les hommes victimes d'agressions sexuelles, a expliqué dans une interview accordée au Goodman Project pourquoi nous minimisons la gravité des agressions sexuelles masculines. Nous sommes tous élevés dans une culture qui prétend que les garçons doivent toujours prendre l'initiative et apprécier une expérience sexuelle, et que les hommes ne doivent jamais se percevoir comme des victimes, ni être perçus comme tels. Les réflexes les plus simples est de blâmer la victime, de dire il l'a voulu, il a dû faire son choix. Ça, c'est pas le patriarcat. Je vois les féministes arriver à 20 km, 50 km, même me dire ah, c'est le patriarcat. Non, ça bénéficie le féminisme. Et si vous me croyez pas, à chaque fois que vous présentez ce problème à une féministe, de bas niveau de X par exemple, elle vous dira oui, mais les statistiques. Ces attitudes envers les agressions sexuelles masculines sont manifestes jusque dans la manière dont les hommes sont traités lors de leur procès. En 1996, le tribunal a examiné l'affaire du comté de San Luis Obispo contre Nathaniel J., dans laquelle une femme de 34 ans était tombée enceinte après avoir abusé sexuellement d'un garçon de 15 ans. Il a également été contraint de verser une pension alimentaire. La procureure générale adjointe de l'époque, Marie Roth, a alors affirmé, et là accrochez-vous, débouchez-vous bien les oreilles. Là, je vous jure que votre cerveau va exploser. J'imagine qu'il se prenait pour un homme à l'époque. Maintenant, il préfère être considéré comme un enfant. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de la fille, là, elle, French Ferry. Bah, j'ai retrouvé une vidéo à elle.
en fait, où non seulement on va voir à quel point elle est éclatée au sol dans sa manière de penser, mais qui en plus va avoir la situation inverse. Alors elle n'a pas été voilée, elle n'a pas eu d'enfant, mais elle va nous expliquer qu'elle a vécu l'inverse de cette situation. Écoutons-la. Histoire partie 2. Donc, comme je disais, je rencontre ce mec quand j'avais 16-17 ans en boîte. Il prend mon numéro, on s'entend bien, et il a 35 ou 36 ans, donc pratiquement 20 ans d'écart. Et donc, avec mon amie Suzanne, on continue de sortir les week-ends et il nous propose qu'on se retrouve. Donc, il commence à s'instaurer une relation avec lui et son pote. Je me souviens qu'il avait 2 potes. On va les appeler Martin 1 et Martin 2. Donc, on sortait très souvent avec Jean-Mi et Martin 1 ou Jean-Mi et Martin 2. Donc, on était un espèce de duo-duo parce que moi, j'étais avec Suzanne et Jean-Mi, il était avec un de ses potes. Et à chaque fois, on sortait au bar, on sortait en boîte, on se retrouvait le week-end. Et je crois, si mes souvenirs sont bons, qu'il m'écrivait un petit peu entre les semaines. En fait, quand j'étais très jeune, j'ai entretenu 20 ans d'écart mon histoire partie 2. Donc comme je disais, m'écrivait un petit peu entre les semaines. En fait, ce que je comprends aujourd'hui, enfin depuis un petit moment maintenant aussi, c'est qu'il faisait du grooming. Le grooming. Voilà. Voilà les amis. Imaginons que je lui fasse une vidéo, parce que bon là je vais prendre le risque et je vais le dire, mais imaginons que je lui fasse une vidéo, réponse, et que je lui dise, bah, j'imagine qu'à l'époque tu te prenais pour une femme, et maintenant tu préfères jouer la victime et dire que tu étais un enfant et que tu étais victime de grooming. Vous pensez que j'aurais quoi comme genre de réaction si je lui répondais ça directement? J'imagine que l'Internet exploserait et que on me censurerait de partout et que là, d'un coup, je ferais le bad buzz et puis je prendrais là les vues. Bon, alors bon, je le ferai pas, hein. Mais imaginons que je lui tienne exactement ce même discours. La raison pour laquelle je vous dis ça, la raison pour laquelle je vous mets ça en avant, c'est que là, nous parlons bien d'une femme procureure générale adjointe de l'époque. Marie Roff a alors affirmé: j'imagine qu'il se prenait pour un homme à l'époque. Et après, ça vient vous parler d'empathie. Ah, faut croire les femmes, la dimension du traumatisme de mon cul, de tralali, tralala. Hein. Ah, faut faire preuve d'empathie. Vous comprenez? Mais l'empathie s'arrête au moment où vous êtes un homme, en fait. Vous comprenez? Certains spécialistes comme... Et vous voyez, on n'arrêtera pas de vous dire, oui, la femme, c'est le sexe, c'est le genre qui peut faire preuve de plus d'empathie que les hommes. Bah ça, j'en doute fortement, vous voyez. Alors je sais, je ne mets pas toutes les femmes dans le lot, encore une fois, mais j'ai l'impression que ces derniers temps, les femmes sont entraînées à faire de moins en moins preuve d'empathie et moins en moins assumer leurs responsabilités. C'est que mon avis, hein. Certaines spécialistes comme Marie Koss de l'Université d'Arizona, qui a publié la première étude nationale sur le voile en 1987, ont même affirmé que les hommes et les garçons ne pouvaient pas être voilés par des femmes. Dans une interview radio, Koss a déclaré: comment cela pourrait-il se produire qu'un homme soit voilé par une femme? Comment cela pourrait-il se produire par la force ou par la menace de la force? Ou lorsque la victime est incapable de consentir. Comment cela se produit-il? J'appellerais cela un contact non désiré. Et là, on peut voir que ces gens-là, à l'époque, hein, ils puaient l'ignorance déjà. Ils puaient l'ignorance. C'était même pas, c'était de l'ignorance volontaire, hein. C'était du gaslighting, c'était de la manipulation. Voilà ce que c'était. Des recherches indiquent cependant que les hommes peuvent être stimulés et avoir une érection en situation de peur ou de terreur, même sans excitation sexuelle. Les études vont des cas où des hommes rapportent une excitation pendant une agression, aux expériences scientifiques montrant que les hommes ont des érections dans de nombreuses circonstances non sexuelles, y compris lorsqu'ils sont inconscients. Et moi, j'ai envie de vous dire, mais vous avez jamais dormi avec votre mari, votre copain pendant des années, vous vous êtes jamais rendu compte que le matin, quand il se réveille, il peut avoir une érection parce qu'il a juste envie de pisser. Ça vous traverse pas l'esprit, ça? Moi, ça m'arrive souvent, hein, encore ce matin, c'était le cas. Vous voyez, je suis allé pisser, après ça s'est calmé, on n'en parlait plus. Et puis j'ai continué avec ma journée. Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est comme si je vous disais: ah bah c'est pas fait voiler puisqu'elle mouillait de toute façon. L'excitation l'a fait mouiller, donc c'est pas un voile. Si je vous tenais un discours comme ça, vous me traiteriez d'imbécile, et vous auriez raison. Du coup, comment on fait? Dans ses recherches, Myriam Deneuve, professeure de l'université McGill et titulaire de la chaîne de recherche du Canada sur la jeunesse, le genre et les conflits armés, a affirmé: partant du principe chez les professionnels que les agressions sexuelles commises par des femmes sont moins graves que celles commises par des hommes, les victimes masculines d'agressions sexuelles risquent d'être dangereuses. Si les professionnels ne reconnaissent pas la gravité et le caractère potentiellement dangereux des agressions sexuelles commises par des femmes, aucun plan de protection de l'enfance ne sera mis en place. Et vous voyez,
35 ans plus tard, on a toujours les mêmes problématiques. Que ce soit pour ça, que ce soit pour la violence conjugale avec le 39-19. Hein, à chaque fois que vous parlez de 39-19, c'est... Elle ajoute que, de ce fait, les témoignages des hommes victimes d'agressions sexuelles commises par des femmes risquent d'être minimisés. Ces idées fausses peuvent entraîner un retard dans la prise en charge par les services sociaux ou un défaut d'accès aux soins et au soutien nécessaire des victimes. Ouais. Et vous savez, moi j'ai envie de vous dire une chose, elles se sont battues pour la parité là. La parité homme-femme. Ah, faut que ce soit du 50-50 dans tous les postes qui les intéressent. Pas tous les postes. Tous les postes qui les intéressent. Vous pensez qu'un homme qui est victime de voile, si jamais un mineur victime de voile, si jamais il doit être mis face à face avec une assistante sociale, vous pensez qu'il préférera une femme ou un homme? Ouais, bah, je vous pose la question parce que la majeure partie des assistantes sociales, ce sont des femmes. Donc comment on fait? Comment on fait? Tant que l'idée selon laquelle les femmes ne peuvent pas voiler les hommes et les autres mythes sur le voile ne seront pas dissipés, les cas où les victimes sont incomprises et maltraitées et même contraintes de verser une pension alimentaire à leurs anciens agresseurs risquent de se poursuivre. Et vous voyez, tout à l'heure je vous lisais cet article où il nous dit que ça parle de sexisme systémique et de scepticisme systématique. Je suis désolé, hein, mais il n'y a pas que au niveau des femmes que ça se passe. Les hommes sont victimes de ça aussi. Ah, l'empathie, l'empathie. Ouais, bah faut savoir en faire preuve aussi envers les gamins de 12 ans. Hein. Faut savoir en faire preuve envers les hommes aussi. Envers ceux qui sont accusés à tort et qui ont tout perdu. Parce qu'il fallait sauver l'image, plutôt que... Il fallait traiter le problème sur sa forme, plutôt que sur son fond. Vous comprenez? Quand vous traitez les symptômes, vous ne traitez pas la maladie. Si vous faites disparaître les symptômes, ça ne veut pas forcément dire que la maladie disparaît. Si vous faites disparaître la maladie, les symptômes disparaîtront peut-être au bout d'un moment. Et après, ils ne reviendront plus. Mais traiter que les symptômes, ça ne sert à rien. Vous comprenez ou pas ce que je vous dis? Et donc, bah, pour finir, parce que ça fait 1 heure que je piaille là, hein, moi j'aimerais revenir sur un truc que je pense important, et ça concerne et les hommes et les femmes. Hein. Alors là, on va parler de Believe Woman, mais imaginons que ce soit Believe Men. En fait, ce que ce truc a fait réellement, moi je vais vous dire ce que ça a fait. Quand je regarde ce qui se passe, quand je vois comment les gens ils interagissent dehors, comment ils interagissent sur les réseaux sociaux et tout ça, je vais vous dire exactement pourquoi Believe Woman c'est un problème. En fait, nous sommes des êtres humains. Que vous soyez un homme, une femme, un trans, ce que vous voulez, nous sommes des êtres humains. Et nous avons besoin d'avoir la capacité de nous remettre en question pour pouvoir évoluer. Il n'y a pas d'évolution, ni d'amélioration, ni de progrès sans la remise en question. Et quand vous dites à un genre, peu importe, un homme ou femme, ça s'applique aux deux, quand vous dites à un genre, tu as toujours raison. Parce que les gens, quand ils voient le hashtag Believe Woman ou Believe All Women, eux, dans leur tête, ils réfléchissent pas, ils se disent, ah bah oui, ça veut dire qu'il faut croire la femme sur parole, même si cet article mérite quand même un peu d'applaudissement, parce que la femme, ce qu'elle essaie de nous faire croire, c'est de nous dire, enfin, ce qu'elle essaie de nous faire comprendre, c'est qu'elle nous dit, oui, bon, elle utilise les mauvais mots, hein, c'est sûr, mais elle vous dit, oui, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il ne faut pas croire la femme 100% comme ça, mais il faut encourager la femme à, comment dire, à parler si elle a été victime de quelque chose. C'est ça qu'on veut mettre en avant. Mais à ce moment-là, le mot believe, qui se réfère à croire, n'est pas le bon mot. Il faudrait dire encourage woman. Encourager les femmes à se mettre en avant, pas croire les femmes. Et puis, bah, il y a un autre truc. Quand des personnes pensent qu'elles ont toujours raison, quand vous mettez un mouvement qui est mal interprété ou qui est mal compris, et que du coup la compréhension générale et globale, c'est il faut croire les femmes parce qu'elles ont raison, et ben vous avez ce genre de cas qui va commencer à se répandre. Vous comprenez? Alors après, si c'était Believe Men, vous auriez plein d'hommes qui feraient de fausses accusations ou ce que vous voulez, ou qui abuseraient. Chacun son truc, d'accord? On ne va pas rentrer dans les détails. Mais ce que vous faites avec de tels mouvements, c'est que vous empêchez, vous supprimez le besoin de se remettre en question. Et une personne qui ne se remet pas en question, elle n'évolue pas. Et elle créera des dégâts autour d'elle. C'est la raison pour laquelle nous avons des Nadège à Bomangoli, que nous avons des French Ferry, que nous avons des gamines de 20 ans qui font du délit de faciès et qui envoient des mecs en prison sans raison. C'est parce que on leur a enlevé la capacité de se remettre en question. Tout simplement. Pourquoi? Parce que
Apparemment, elles sont encouragées à être crues sur parole. Et vous voyez, comment dire, la société s'est construite sur des cadres et sur des valeurs, et sur des limites surtout. Je vais vous parler de quand j'étais en uniforme, quand j'étais dans mes écoles militaires, et que, par exemple, alors je vais te prendre un exemple qui est complètement à l'opposé, d'accord? Vous allez dire, ça n'a rien à voir, mais ça a à voir avec le cadre et les limites, en fait. Les mecs qui venaient avec une règle le matin, on avait la levée du drapeau tous les matins, d'accord? Avant la levée du drapeau, les mecs ils venaient avec un espèce de double décimètre et ils mesuraient la longueur du repli du drap de notre lit quand on l'avait fait au carré. Il y avait un demi-millimètre en plus ou un demi-millimètre en moins sur la longueur estimée dans leur truc, là, dans leurs idéologies. Le matelas passait par la fenêtre et je devais recommencer. Alors, quand c'est à 5 minutes avant la levée du drapeau, je peux vous dire que vous l'avez là. Parce que, ah oui, dépêche-toi, refais-le avant la levée du drapeau. Et si tu n'y arrives pas, ça recommence. Vous direz, c'est du harcèlement, c'est de l'abus, Ouais, c'est vrai qu'il y en a certains, ils utilisaient ça. Ça leur donnait... Il y en a un, j'ai failli lui coller mon poing dans la figure. Il avait une gueule de con. Hein, à l'époque, j'étais en école militaire. Et ça lui faisait plaisir de faire ça. C'était son délire. Ça le faisait bander. C'était un enculé, ce gars. Mais le truc, c'est que ça m'a appris une certaine rigueur. Maintenant, j'ai l'attention aux détails. Quand on allait faire la levée du drapeau, il vérifiait que notre tenue était en ordre, qu'on était bien rasé. Il y avait un petit poil rebelle qui n'avait pas été rasé. C'était hop, coup de pied au cul, retourne dans ta chambre, rase-toi. Si nos chaussures, il y avait un peu de poussière dessus, il venait pas, il nous écrasait les pieds pour nous ressalir les chaussures et hop, retourne les cirer. Et vous vous dites, mais c'était de l'abus. C'est sûr que ça peut être vu comme de l'abus. Hein. Je suis pas en train de dire que c'était pas de l'abus, on est d'accord. Mais à la fin, ils m'ont tellement fait chier que maintenant, quand je cire mes pompes, elles sont éclatantes. Ça fait 20 ans, ça fait 25 ans que je suis plus là-dedans. Et je cire toujours mes pompes comme au premier jour. Enfin, pas comme au premier jour, mais avec la même rigueur. Maintenant, elles sont éclatantes. Maintenant, quand je me rase, je fais attention. C'est engrainé dans ma tête, vous voyez? Ça a été scié, enfin, ça a été percé, ça a été mis dans mon crâne. Vous comprenez? Et ça, c'est de la rigueur que j'aurai toute ma vie. Alors, c'était dur au départ, et c'est vrai que quand j'étais jeune, je me disais, eh, enculé, va! Mais aujourd'hui, dans un sens, je me dis, bah finalement, ça m'a appris des bonnes valeurs, ça m'a appris l'attention aux détails. Et vous voyez, l'attention aux détails, ça peut vous sauver la vie. Ça peut vous sauver la vie dans la vie civile, hein, dans la vie, dans le public, dans les villes, tout ça. Ou alors, ça peut vous sauver la vie sur un champ de bataille. Ah, le petit détail que vous voyez, ah bah c'était une mine. Ah bah je l'ai vu comme ça, je marcherai pas dessus, je me ferai pas péter la jambe, par exemple. Alors je sais que c'est un peu exagéré comme exemple, mais c'est l'attention aux détails, vous voyez? Et c'est un peu ça l'objectif qu'il y avait. Et aujourd'hui, quand on dit Believe Woman, on enlève les limites, on enlève le cadre. Le cadre qui a construit une justice juste et qui a construit des principes fondamentaux, par exemple des droits de présomption d'innocence. T'es innocent jusqu'à preuve du contraire. Là, Believe Woman, en fait, il a changé, il a tordu la donne. Là, avec Believe Woman, comme il le dit, hein, comme il le dit dans son article là, des fois, les hommes sont condamnés juste sur des témoignages de la victime, de la pseudo-victime, sans preuve. Et du coup, bah, la norme a été inversée. Là, c'est plus innocent jusqu'à preuve du contraire. C'est coupable jusqu'à preuve du contraire. Et des fois, comme il le dit, de plus, les règles de preuve sont défavorables à l'accusé. Vous comprenez? Je sais que c'est beaucoup à penser, je sais que ça peut paraître fou ce que je dis, mais c'est pas aussi dénué de sens qu'on pourrait le penser. Vous voyez? Du coup, voilà. Believe Woman, c'est une bonne chose de l'avoir. Je sais que le principe était bon, mais c'est la manière dont vous avez introduit ce concept qui n'est pas la bonne, puisqu'il a été mal compris, il a été mal interprété, et aujourd'hui, ça a apporté plus de misère que ça n'a apporté de... Ils ont beau vous dire, oui, mais les statistiques, gna gna gna. Ouais, mais s'il y a 10 hommes qui peuvent se retrouver à la rue, votre truc, il est pas bon, même si c'est que 10 hommes, même si c'était pas tous les autres articles, si c'était que ces 10 mecs-là, ce serait 10 victimes. Et ces mecs, ils comptent tout autant que les victimes que vous voulez protéger. Vous comprenez? Enfin bon, voilà, je vais arrêter de piailler. Si vous êtes resté avec moi aussi longtemps, merci. Si vous pensez que ce que je dis, ça fait sens, bah, repostez-moi, partagez ma vidéo. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bonne continuation cette semaine. On est presque au milieu. On est presque mercredi. Demain, c'est mercredi. On y est presque. Le week-end arrive. Et puis, si vous travaillez dur, bon courage à vous. Prenez soin de vous.
buvez de l'eau, mangez des bananes, buvez de l'eau avec du citron vert, si vous avez le temps de vous faire ça, parce que c'est très bon pour la santé. Et puis, bah, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Et encore une fois, merci à tous les nouveaux arrivants. Félix, Endermarch. J'ai fait attention à Endermarch. Ça fait plusieurs fois que je refais la vidéo. À chaque fois, je me plantais sur le son. Et là, je me suis dit, bon, je me loupe pas, ou sinon, Endermarch, il va me tomber dessus et il va me mettre une raclée encore. Merci à toi. Bonne soirée et à la prochaine. Ciao.